actualité ce soir, le gouvernement burkinabé décide d'une refondation de son contrat social avec les travailleurs du secteur public. Ce matin, les travaux de la conférence nationale sur les conditions de rémunération des salariés de la fonction publique burkinabé ont débuté avec pour objectif une remise à plat des salaires des fonctionnaires. L'exercice en lui-même vise la recherche de l'apaisement social, l'accroissement de la productivité publique et la réduction des inégalités, nous dirons dans ce journal nos reporters qui ont suivi la cérémonie d'ouverture. Et dans ce journal, ce 12 juin, la communauté internationale s'érige contre le travail des enfants. Mais au Burkina Faso, le phénomène touche encore des milliers d'enfants dans le pays. Bien qu'il soit une violation des droits de l'enfant, on retrouve encore des mineurs dans plusieurs secteurs comme l'agriculture, l'artisanat ou les travaux domestiques, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition à l'étranger, le sommet tant attendu, Corée du Nord, États-Unis, a abouti à la signature à Singapour d'un accord. Selon les détails de ce document, les deux parties s'engagent à travailler pour une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le Burkina Faso a rendez-vous avec son histoire depuis ce matin. Les travaux de la conférence nationale sur le système de rémunération des fonctionnaires de l'État ont débuté pour 3 jours. Préserver la soutenabilité des finances publiques, c'est l'un des objectifs du processus de remise à plat. Le gouvernement voit en ces assises des possibilités pour l'équipe de dégager des marges pour les investissements. L'exercice en lui-même vise la recherche de l'apaisement social, l'accroissement de la productivité publique et la réduction des inégalités. On fait le point de l'ouverture avec Nyarkiteda. L'avenir et même le devenir des agents de la fonction publique se jouent dans cette salle. L'effort vif de la nation convoqué sous l'arbre à pala pour trouver des solutions aux problèmes brûlants de l'heure. Les critères objectifs doivent être pris en compte pour la détermination des rémunérations, notamment le diplôme, la qualification, la durée de la fonction, le niveau du travail, la pénibilité du service public en cause. L'impératif de sécurité juridique doit être la variable d'ajustement des solutions et de leur mise en œuvre. Les principaux concernés sont divisés. Les uns sont pour et les autres s'opposent radicalement. En tous les cas, 26 organisations syndicales sont présentes aux discussions et viennent pour défendre rien que les intérêts des travailleurs, a averti le porte-parole du haut de cette tribune. Nous sommes là pour défendre nos intérêts. Nous sommes là pour défendre l'équité et cela aussi a été dit. Il ne faut pas seulement vous adresser à la refonte. Ça aussi c'est une refonte pour permettre effectivement à ce qu'il y ait une équité, une justice dans le traitement salarial. Il est alors urgent d'agir. Agir pour mettre fin aux injustices, à l'iniquité et créer un climat favorable au sein de l'administration. Le chef du gouvernement rassure, ce n'est pas une messe, mais un cadre pour des débats sans tabou, pour solutionner les problèmes dans un cadre global. Comment arriver à rétablir l'équité entre les agents qui ont la même qualification, qui sont entrés dans notre système de fonction publique avec les mêmes niveaux. L'autre question, c'est de voir comment est-ce qu'on peut arriver à harmoniser les conditions de rémunération pour éviter ces iniquités, ces injustices. Alors, dans ce contexte-là, il ne s'agit pas d'enlever le pain de la bouche de quelqu'un pour donner à un autre. Il s'agit de sauver notre modèle social, de faire en sorte que nous puissions vivre dans la paix et dans la cohésion sociale sur cette terre de Burkina Faso que nos ancêtres nous ont donnée et que nous avons le devoir également de transmettre aux générations futures. La dialectique pouvoir-obéissance est remise en cause, regrette le professeur Seni Ouedraogo de la fonction publique qui voit en cela la fragilisation de l'État et son autorité constamment remise en cause. Divulgation des secrets professionnels, défiance de l'autorité de l'État, publication des données à caractère personnel en violation du droit constitutionnel. Bref, les faits sont suffisamment graves selon le gouvernement. Et cette conférence, au-delà des rémunérations, doit permettre de soigner l'image de marque de l'administration publique. Autre actualité dans ce journal, au procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina, les audiences se suivent et se ressemblent. À la reprise ce matin, 2 accusés se sont retrouvés sans défense. Parmi eux, l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré. La partie civile et le parquet demandent le début des auditions en attendant que le barreau désigne des avocats pour les 2 accusés. Mais la défense dénonce un passage en force. Explication, Zoubaviel David Abiré. Au tribunal militaire, les audiences se suivent et se ressemblent. Pour la 7e fois depuis l'ouverture de ce procès,
Partie civile, parquet militaire et avocats de la défense butent sur les questions procédurales et l'interprétation de la loi pénale, obligeant le juge Seydou Ouedraogo à un renvoi d'audience au 14 juin prochain. Il devra alors rendre une décision sur l'opportunité ou non d'ouvrir les débats au fond en attendant de trouver des avocats au lieutenant Relondé Compaoré et au bâtonnier Traoré Mamadou, dont l'avocat s'est déporté ce matin. Je n'ai jamais été au courant que ce matin, les débats allaient porter sur le fond. Et de toutes les façons, c'est une procédure. Lorsqu'il y a des incidents, on est amené soit à aller directement au fond ou de se déporter en fonction de l'évolution du dossier. Je pense qu'en plus de ce dossier de fond, il y avait des procédures pendantes au niveau de la Cour de cassation, la chambre criminelle, où le bâtonnier a fait l'objet d'un traitement vraiment discriminatoire. C'est la raison fondamentale pour laquelle je me suis déporté ce matin. Avec ce déport, 2 accusés se retrouvent donc sans avocat dans cette procédure. Les avocats de la partie civile suggèrent l'ouverture des débats en attendant de leur trouver des avocats commis d'office. Ils fondent leurs arguments sur un arrêté émanant du bâtonnier de l'ordre des avocats selon lequel nul ne doit se prévaloir de ses propres turpitudes. Qu'elle dise cette décision et insistons sur la question que, contrairement, d'ailleurs ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas obligé que les accusés soient forcément assistés par des conseils pour que le procès puisse se tenir. Dans la mesure où ce sont ces accusés eux-mêmes qui, de par leur comportement ou leur action, favorisent donc l'impossibilité de leur trouver un conseil. Je pense que nous sommes clairement dans cette situation. Et sur la question de savoir si on peut commencer un procès en entendant qu'un avocat soit commis pour les personnes n'étant pas encore auditionnées, notre position est claire, c'est que oui, parce que de ce que disent les avocats de la défense eux-mêmes, les obligations de conseil, de guidance, d'assistance n'ont lieu qu'au moment où, à notre avis, soit en amont ou à tout au plus au moment de la comparution du client. Un argument soutenu par le parquet militaire qui accuse les avocats de la défense d'abuser des règles de justice pour retarder l'ouverture des débats au fond. Ce déport intervient alors que certains accusés, dont le général Gilbert Djendjéré, demandent à continuer le procès avec l'assistance de leurs anciens avocats. Le procès reprend donc ce jeudi à la salle des banquets de Ouaga 2000. Les vigiles et autres gardiens dans les sociétés privées de gardiennage en quête d'une convention collective. Ce matin, le syndicat des sociétés privées de sécurité et le patronat burkinabé ont engagé des discussions en vue de disposer d'un document définissant le cadre juridique devant régir les relations de travail dans ce secteur. L'objectif est d'assainir le milieu. Les détails avec Nongba Kouda et Ini Janine Kamire. Fort des risques élevés dans le domaine de la sécurité, de meilleures conditions de travail et de rémunération s'imposent. Et c'est à cet effet que le syndicat national des sociétés privées de sécurité, le Conseil national du patronat burkinabé et le gouvernement ont entamé les négociations sur la convention collective sectorielle. Si vous voulez assurer la sécurité des personnes et des biens, que vous-même vous soyez en sécurité. C'est-à-dire que vous soyez munis des outils nécessaires pour assurer votre sécurité, assurer celle des autres personnes et des biens. Cette convention collective-là va constituer un important outil pour jeter en tout cas toutes les pistes idoines. Le gouvernement s'est dit prêt à accompagner les acteurs sociaux dans ce processus. Il s'agit d'une phase importante, puisque vous savez que le secteur de la sécurité privée est un secteur en vogue aujourd'hui, mais c'est un secteur qui n'a pas encore connu une organisation du point de vue juridique et qui demande à être organisé. Au regard de la multitude des entreprises privées de sécurité dans notre pays, les négociations devront aboutir à un document consensuel définissant clairement le cadre juridique de cette activité. Le but est de créer des conditions plus favorables de travail et d'assainir le milieu. Travailler à ce que le journaliste soit un vecteur d'union et un acteur de dialogue, c'est l'objet d'un séminaire international sur le journalisme dialogique qui s'achève demain 13 juin à Bobo-Dioulasso. Pour les porteurs du projet, être un journaliste dialogique n'est pas forcément un type nouveau, mais cela renvoie à la responsabilité du journaliste d'éviter d'écrire du n'importe quoi
pour tout simplement assouvir sa soif de scoop. Un groupe d'enseignants et de journalistes de plusieurs pays d'Afrique et d'Italie sont donc réunis à Bobo-Dioulasso pour 5 jours de rencontres. Ismaël Paré. Apprendre comment être un journaliste de dialogue, être vecteur d'union dans la société, c'est ce qui réunit ces jeunes étudiants et journalistes pour les uns, opérateurs de médias et enseignants pour les autres. Ils sont issus de différents pays d'Afrique et d'Europe. 5 jours pour eux de se doter d'outils nécessaires à cet effet. Le journalisme dialogique, ce n'est pas un type de journalisme particulier, c'est un esprit que les journalistes doivent avoir quand ils écrivent de n'importe quoi. Et c'est une attitude d'écoute, d'attention, de ne pas vouloir écraser l'autre ou simplement ne pas vouloir gagner un scoop, avoir quelque chose qui permet d'être à la une tout le temps. Non, le journaliste dialogique, c'est quelqu'un qui cherche la vérité. On dialogue avec l'autre. Ce rendez-vous de Bobo-Dioulasso se veut un cadre d'échange sur le journalisme, mais aussi une occasion d'apprentissage des participants sur des genres journalistiques. On veut permettre à ces gens d'assimiler, à participants d'assimiler cet esprit dialogique en réalisant 3 magazines, c'est-à-dire il y a des laboratoires à travers lesquels ils peuvent réaliser aussi, apprendre à mettre en pratique tout de suite que ces principes, ces valeurs que nous voulons mettre dans notre journalisme. Environ 50 personnes prennent part à ce séminaire international sur le journalisme dialogique à Bobo-Dioulasso. C'est la 2e fois que cette activité est organisée en Afrique de l'Ouest, la première s'étant tenue en Côte d'Ivoire. Le président du Conseil économique et social CES en tournée dans la région du Nord a présenté l'institution aux forces vives de la région. C'était ce 11 juin. Moïse Napon et sa délégation ont échangé également avec les populations de la région à Waiguia. Une occasion de se faire connaître, mais aussi de recueillir les préoccupations de ces populations. Alex Zagré, sur place à Waiguia. Ces participants s'imprègnent des principes du fonctionnement du Conseil économique et social CES. Cette sortie du président du CES dans la région du Nord va permettre au cadre de l'institution d'enregistrer d'une part les préoccupations des forces vives de la région et d'autre part de présenter les résultats de ses travaux durant l'année 2017. Donc depuis un certain temps, nous nous sommes évalués et nous avons décidé de nous faire connaître. Donc notre premier objectif, c'est faire connaître le CES pour que l'on sache ce que le CES fait pour la nation. La deuxième chose, c'est que pour que cela soit positif, nous avons besoin de connaître les besoins qui sont exprimés par les forces vives. Pour ces participants venus des 4 provinces de la région, cette rencontre a été une occasion pour eux d'exposer leurs préoccupations aux premiers responsables du CES. Au Burkina Faso, ce qui manque, ce ne sont pas les réflexions, ce ne sont pas les études assez sérieuses, mais c'est en réalité le courage de l'autorité pour pouvoir les mettre en œuvre. Voilà, et quand on fait une comparaison entre des décisions qui ont été prises par le CES des années, des dizaines d'années, aujourd'hui ces recommandations ne sont toujours pas mises en œuvre. Nous estimons quand même qu'il y a quand même en matière, parce que pour une institution de ce genre-là, il y a matière à ce qu'on puisse rendre compte à un certain moment de ce qui est fait comme travail. Créé depuis 1959, le Conseil économique et social reste tout de même peu connu des citoyens selon ses dirigeants. Le CES est un organe consultatif chargé de donner des avis sur les questions à caractère économique, social et culturel. Et puis l'autorité nationale de lutte contre la fraude veut davantage sévir contre le phénomène au Burkina Faso. À Tenkodogo, dans le centre-est, où les responsables de l'autorité se sont rendus, l'institution veut s'attaquer à la fraude des hydrocarbures, des cycles et cyclomoteurs, mais aussi des motos également. Les messages principaux, éviter la fraude pour que l'économie nationale se porte mieux. Zalissa Sanfo, Souleymane Sanou. L'autorité nationale de lutte contre la fraude s'attaque ici à Tenkodogo à la fraude sur les hydrocarbures des cycles et des cyclomoteurs. C'est une journée de sensibilisation, d'information et d'invite à un sursaut patriotique. Éviter la fraude pour que l'économie burkinabé se porte mieux. À cette journée de sensibilisation, commerçants et opérateurs économiques seront aussi informés sur les dangers de la fraude ainsi que les peines qu'ils encourent.
Prenons par exemple le cas des motos, une cinquantaine de motos seulement qui passent chaque jour. Ça vous fait pour l'année environ 18 000 et quelques motos, avec une valeur d'environ 4 milliards et des pertes de recettes d'environ 2 milliards. Mais parfois, ça peut aller jusqu'à 100, plus de 100 motos par jour qui rentrent. Alors que ce que nous constatons dans le cadre du carburant et dans le cadre des motos, de l'importation des motos, c'est de la contrebande pure. Ça veut dire que c'est des gens qui ne passent même pas dans les offices des douanes. Ils ne déclarent pas. Donc la sanction est sévère. Avant Tenkodougou, c'est Puitenga qui a accueilli l'équipe de sensibilisation de l'autorité nationale de lutte contre la fraude. Et partout, le même message. La fraude nuit à l'économie, il faut la bannir. L'Institut des yeux célèbre l'ingénieur entrepreneur. C'est au cours d'une journée où l'Institut décide de primer les meilleurs projets d'étudiants en matière d'entrepreneuriat. Éléonore Yerbanga. Une journée pour célébrer l'ingénieur entrepreneur à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement Deuxieux. À travers un concours dénommé Parcours Entrepreneur, cette journée va dévoiler le lauréat 2018 de cette compétition qui vise à donner vie au projet des étudiants. C'est un dispositif qui permet d'accompagner les étudiants à partir de l'école, à susciter leur esprit entrepreneurial pour qu'à la fin, ils deviennent des entrepreneurs. Mon projet, c'est un projet de fabrication de complexes frigorifiques qui sera sous forme de conteneurs et dont les paniers d'entreposage seront à base de déchets plastiques recyclés pour la conservation de nos produits alimentaires, de vente et les produits maraîchers. Le concours Parcours Entrepreneur répond au souci de l'Institut des yeux de former des ingénieurs en intégrant des cours de management et d'entrepreneuriat. On formait des ingénieurs à destination des États. Ils étaient tous embauchés par les 14 États membres. Tout a changé. C'est-à-dire que les États n'embauchent plus du tout. Alors au début, on s'est tourné vers le privé en disant c'est pas grave, on va former pour le privé. Puis on a rencontré un mur. On a fini par penser à d'autres voies. Et l'une des voies, c'est celle-ci. C'est-à-dire faire en sorte que nos étudiants soient capables de créer par eux-mêmes leur entreprise. À l'issue de Parcours Entrepreneur, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement compte accompagner les lauréats à travers des financements de leurs projets et des participations à des compétitions internationales. Dans l'actualité ce soir, ce 12 juin, la communauté internationale s'érige contre le travail des enfants. Au Burkina Faso, la journée est célébrée à Sabou dans le Boulkiemdé, mais le phénomène touche encore des milliers d'enfants dans le pays. Bien qu'il soit une violation des droits de l'enfant, on retrouve encore des mineurs dans plusieurs secteurs comme l'agriculture, l'artisanat ou les travaux domestiques. Explication, Nathalie Sawadgo. Les enfants de la commune rurale de Sabou dans la région du centre-ouest disent non au pire travail des enfants. En cette journée internationale de lutte contre le travail des enfants, ils décident de donner de la voix. Ensemble, ils ont battu le pavé à travers la ville pour rejoindre le premier responsable de la commune et lui soumettre leurs doléances. Ils sont nombreux, mes camarades des villes et des campagnes, précocement placés sur le marché du travail, avec un traitement semblable à celui d'un animal indésiré. Nous invitons les autorités locales, en particulier la mairie, à jouer pleinement leur partition dans le combat. Qu'est-ce la lutte contre les pires formes de travail des enfants, afin que les années à venir, tous les enfants de Sabou soient scolarisés. On fera de tout notre mieux aussi pour vous accompagner. Votre message sera transmis à qui de droit. Ils sont accompagnés dans cette lutte par l'ONG Atus Nyenenga, une ONG qui œuvre pour le bien-être des enfants en situation difficile. Ouni est entouré de mines d'or. Et donc nous ressortons les enfants et nous les réinscrivons à l'école. Et d'autres qui sont un peu plus âgés à partir de 16 ans, 14-16 ans, nous les envoyons au centre de Sabou pour recevoir une formation professionnelle. L'ONG Atus Nyenenga, de nos jours, encadre environ 300 jeunes. Sa particularité, travailler surtout à impliquer les jeunes filles dans les métiers autrefois réservés aux hommes. À l'occasion, elle a offert des vivres et des couvertures aux personnes âgées.
Dans l'objectif de permettre un accès à la vaccination pour tous les enfants de 0 à 18 mois, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a institué la Semaine africaine de la vaccination dans les pays de la région africaine de l'organisation. Cette année, au Burkina, c'est la région des Hauts-Bassins qui abrite la 7e édition à travers les districts sanitaires de Dafra et de Houndé. La campagne se déroule du 11 au 16 juin 2018. Le lancement des activités est intervenu ce 11 juin en présence de Mireille Tougouma. Une mobilisation des autorités administratives et sanitaires des Hauts-Bassins pour le lancement de la 7e semaine africaine de la vaccination. Initiée par le comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, la semaine africaine de la vaccination vise à faire prendre conscience de l'importance de cette mesure préventive. C'est vraiment l'occasion de rattraper tous les enfants qui devraient être vaccinés mais qui ont échappé pour une raison ou une autre et de sensibiliser les populations sur la vaccination. Il faut que chacun mette la vaccination dans son agenda. L'édition 2018 se déroule dans les districts sanitaires de Houndé et de Dafra. Une initiative appréciée par la population et les premiers responsables de la région. Nul n'ignore aujourd'hui les bienfaits de la vaccination. Alors, nous invitons tout simplement nos sœurs qui ont justement des enfants d'un âge compris entre 0 à 18 mois à adhérer à cette dynamique-là. C'est une bonne initiative d'amener les enfants à la vaccination et à les peser. Ça va permettre d'éviter beaucoup de maladies. Instituée en septembre 2010, la Semaine africaine de la vaccination se tient chaque année dans les pays de la région Afrique de l'OMS. Cette 7e édition est placée sous le thème « Les vaccins, ça marche, faites votre part ». En religion, les musulmans du Burkina ont célébré la nuit dernière Laylatul Qadr, ou la nuit de la destinée. C'est une des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, le mois de Carême. À Ouagadougou, par exemple, les fidèles l'ont célébré sous le signe de la repentance, du pardon, mais aussi de la piété. C'est le cas à Pissi, un quartier populaire où certains dignitaires musulmans se sont retrouvés. Oumar Zombré. La nuit du destin, nuit de dévotion et de ferveur religieuse. Ici, à la grande mosquée de Ouagadougou, les fidèles musulmans sortis nombreux sont là pour écouter les prêches, prier afin de recevoir les bénédictions d'Allah. Les autres quartiers de la capitale ne sont pas en reste. Nous sommes au quartier Pissi. Les fidèles écoutent avec grande attention les prêches du Cheikh Mahmoud Bandé. Dans leurs différentes prières, les croyants demandent l'assistance du Seigneur en cette nuit la plus sainte de l'islam. C'est une nuit qui n'a pas d'équivalent. C'est en cette nuit que le Coran a été révélé et descendu sur terre. C'est une nuit bénie. Le Coran n'a pas de parti pris. Il tranche toujours pour la vérité. L'accent est aussi porté sur la situation sécuritaire que connaît le Burkina Faso. Une situation marquée par des attaques terroristes que les responsables religieux condamnent. Aucune religion ne prône le meurtre. Aller tuer même dans les mosquées, c'est proscrit. Nous prions Dieu que le pays soit en paix, qu'il exauce nos vœux, qu'il combatte les djihadistes, qu'il les éloigne de nous, car Dieu choisit ce qui est bon et rejette le mal. Que la paix règne au Burkina et que tous les enfants du pays se donnent la main pour qu'on avance. Prêches et adorations ont continué jusqu'au petit matin dans les lieux de prière de la capitale, avec pour espoir que la paix et la cohésion sociale s'enracinent au Burkina Faso. À l'étranger, le sommet tant attendu Corée du Nord, États-Unis a abouti à la signature à Singapour d'un accord. Selon les détails de ce document, les deux parties s'engagent à travailler pour une dénucléarisation de la péninsule coréenne.
Immédiatement après le sommet et alors que Kim Jong-un était déjà en chemin vers Pyongyang, Donald Trump a rendu ses conclusions devant la presse. La dénucléarisation complète de la péninsule aura lieu, a-t-il assuré. Aujourd'hui marque le début d'un processus ardu. Nos yeux sont grands ouverts, mais la paix vaut toujours l'effort, surtout dans ce cas. Cela aurait dû être fait il y a des années. Cela aurait dû être résolu il y a longtemps. Mais nous le faisons maintenant. Le président Kim a une chance d'offrir un avenir incroyable à son peuple. Tout le monde peut faire la guerre, mais seuls les plus courageux peuvent faire la paix. Donald Trump a déclaré qu'il ne retirera pas les troupes américaines de Corée du Sud et que les sanctions contre Pyongyang ne seront pas levées. En revanche, nous allons mettre fin aux exercices militaires, ce qui va nous faire économiser une énorme somme d'argent, à moins que nous voyions que les négociations futures ne se déroulent pas comme elles le doivent. Mais nous allons économiser beaucoup d'argent, sans parler du fait que les exercices sont très provocateurs. Questionné au sujet des droits de l'homme en Corée du Nord, le chef de la Maison-Blanche est en revanche resté pour le moins évasif. Cela a été évoqué, mais relativement brièvement comparé au sujet de la dénucléarisation, qui a été notre point de départ et d'arrivée. Mais il va faire les choses et je pense qu'il veut faire les choses. Et puis en bref et sans image, après son acquittement à la surprise générale vendredi par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI, la CPI a ordonné ce mardi 12 juin la mise en liberté provisoire sous conditions spécifiques de Jean-Pierre Bemba, qui a passé plus de 10 ans en détention. L'ancien vice-président congolais dormira en Belgique ce soir, selon son avocat, Maître Aimé Kilogo. Et donc, dès ce soir, il pourra retrouver sa femme et ses enfants. La revue de presse des quotidiens de ce mardi est signée Abdul Rasmane Zongo. Elle aura bel et bien lieu en dépit des velléités de boycott syndical. Elle, c'est la conférence sur la rémunération des agents publics et les propos sont du Premier ministre Paul Kabacheba. Il ne désarme pas, droit dans ses bottes, affiche l'Observateur. Paul Kabacheba confirme la tenue effective de la rencontre ce 12 juin. Objectif, se défend-il, relève aujourd'hui au Faso, opérer une refondation de notre contrat social avec les agents publics basé sur l'équité, la soutenabilité budgétaire et la solidarité nationale. Car, à l'inverse, poursuit le Premier ministre Paul Kabacheba, dans les colonnes du journal Sidoya, les disparités salariales créent des frustrations. Et pour y arriver, Paul Kabacheba compte également sur un soutien de taille, d'où l'appel aux forces vives, rapporte des éditions Le Pays, pour une participation active et massive. Des forces vives qui, par ailleurs, sont des persona non grata du mouvement syndical. Restons toujours avec les syndicats, notamment avec le SYNCHA, qui essuie un revers dans l'opération Caisse vide de l'État. Une opération pas du tout suivie, s'exclame aujourd'hui au Faso, qui a fait un tour à l'hôpital Yalgado Ouedraogo et à l'hôpital du district de Bogodgo par exemple. Idem à Tanguenda Souri à la périphérie de Ouagadougou, constate le journal de tous les Burkinabés, où les patients eux-mêmes ont mis la main à la poche. Et puis avant de refermer ce journal, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a rendez-vous tout à l'heure avec les citoyens pour un dialogue en direct sur les antennes de la télévision du Burkina. Maurice Dieudonné Bonané sera donc l'invité de l'émission de redevabilité Dialogue citoyen proposée par la CODEL, Diaconia, Waterit et la RTB. Simon Gongo, qui est l'animateur du dialogue, est en ligne depuis le studio de la production de la RTB. Simon, bonsoir. Et dites-nous sur quoi vont porter vos échanges ce soir.
Bonsoir Fousseni Kindo, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, ce soir nous parlons de l'urbanisme et des questions de logement avec comme centre d'intérêt les politiques et engagement du candidat Kaboré à la présidentielle de 2015. Au-delà des 40 000 logements, le président s'était aussi engagé à résoudre définitivement les questions de lotissement 2 ans et demi après son accession au pouvoir. Que deviennent ces engagements? Dieudonné Maurice Bonané répondra aux questions des téléspectateurs ici sur ce plateau, donc à partir de 21h. Au menu, nous allons parler de la politique de l'urbanisme et l'accès aux services sociaux de base, l'accès au logement décent et enfin l'épineuse question des lotissements. Merci à vous, Simon, et rendez-vous donc à 21h sur les antennes de la télévision du Burkina. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.